J'ai à raconter une histoire dont l'essence est pleine d'horreur. Je la supprimerais volontiers si elle n'était pas une chronique de sensations plutôt que de faits. Mon nom de baptême est Aegus. Mon nom de famille, je le tairai. Il n'y a pourtant pas de château dans le pays, plus chargé de gloire et d'années que mon mélancolique et vieux manoir héréditaire. Le souvenir de mes premières années est lié intimement à la bibliothèque et à ses volumes. C'est là que mourut ma mère, c'est là que je suis né. Bérénice et moi, nous étions cousins, et nous grandîmes ensemble dans le manoir paternel. Mais nous grandîmes différemment. Moi, maladif et enseveli dans ma mélancolie, elle, agile, gracieuse et débordante d'énergie. À elle, le vagabondage sur la colline, à moi, les études du cloître. Et puis tout est mystère et terreur. Une histoire qui ne veut pas être racontée. Un mal fatal qui s'abattit sur la constitution de Bérénice comme le simoun. Parmi la nombreuse série de maladies amenées par cette fatale et principale attaque, il faut mentionner comme la plus affligeante et la plus opiniâtre une espèce d'épilepsie qui souvent se terminait en catalepsie. Catalepsie ressemblant parfaitement à la mort et dont elle se réveillait dans quelques cas d'une manière tout à fait brusque et soudaine. Mon propre mal grandissait rapidement, et les symptômes s'aggravant par un usage immodéré de l'opium, il prit finalement le caractère d'une monomanie d'une forme nouvelle et extraordinaire. Resté absorbé, la plus grande partie d'une journée d'été, dans une ombre bizarre s'allongeant obliquement sur la tapisserie ou sur le plancher. Dans les jours les plus brillants de son incomparable beauté, très sûrement je n'avais jamais aimé Bérénice. Dans l'étrange anomalie de mon existence, les sentiments ne me sont jamais venus du cœur, et mes passions sont toujours venues de l'esprit. Elle avait traversé mes yeux, et je l'avais vue, non comme la Bérénice vivante et respirante, mais comme la Bérénice d'un songe. Et maintenant je frissonnais en sa présence. Je pâlissais à son approche. Cependant, tout en me lamentant amèrement sur sa déplorable condition de déchéance, je me rappelais qu'elle m'avait longtemps aimé, et dans un mauvais moment, je lui parlais de mariage. Enfin l'époque fixée pour nos noces approchait, quand, dans une après-midi d'hiver, je m'assis, me croyant seul dans le cabinet de la bibliothèque. Mais en levant les yeux, je vis Bérénice debout devant moi. Elle ne dit pas un mot, et moi, pour rien au monde, je n'aurais prononcé une syllabe. Un frisson de glace parcourut mon corps, une sensation d'insupportable angoisse m'oppressait, une dévorante curiosité pénétrait mon âme, et, me renversant dans le fauteuil, je restais quelque temps sans souffle et sans mouvement, les yeux cloués sur sa personne. Les yeux étaient sans vie et sans éclat, en apparence sans pupilles. Et involontairement, je détournai ma vue de leur fixité vitreuse pour contempler les lèvres amincies et recroquevillées. Elles s'ouvrirent, et dans un sourire singulièrement significatif, les dents de la nouvelle Bérénice se révélèrent lentement à ma vue. Plût à Dieu que je ne les eusse jamais regardées, ou que, les ayant regardées, je fusse mort. Une porte se fermant me troubla, et levant les yeux, je vis que ma cousine avait quitté la chambre. Mais la chambre dérangée de mon cerveau, le spectre blanc et terrible de ses dents ne l'avait pas quitté et ne voulait pas sortir. Les dents, elles étaient là, et partout, visibles, palpables devant moi, longues, étroites et excessivement blanches, avec les lèvres pâles se tordant autour, affreusement distendues comme elles étaient naguère. Et le soir descendit ainsi sur moi, toujours assis, toujours enseveli dans ma méditation. Et toujours le fantôme des dents maintenait son influence terrible, au point qu'avec la plus vivante et la plus hideuse netteté, le fantôme des dents flottait çà et là à travers la lumière et les ombres changeantes de la chambre. Qu'est-ce qui se passe? Elle tachycarde à 134. Elle est pâle, cyanosée aux extrémités, elle commence à s'agiter. Je l'examine. Elle est dyspnéique. Regardez le thorax droit. Elle est immobile. Tympanisme à palpation, pas de murmure vésiculaire. Elle nous fait un pneumothorax. De 2 à 10 minutes, on passe un rongeur en débit libre. D'accord, je m'en occupe. NGAS, NFS, MDCA, Iono, trouble sémique. Commandez 2 culottes d'urgence. C'est bon. Apportez le matériel de drainage. Allez, on se dépêche.
Dieu du ciel, est-ce possible? Mon cerveau s'est-il égaré ou le bras de la défunte a-t-il remué? Les lèvres livides se tordaient en une espèce de sourire, et à travers leur cadre mélancolique, les dents de Bérénice, blanches, luisantes, terribles, me regardaient encore avec une trop vivante réalité. Je me retrouvais dans la bibliothèque. J'étais assis, j'étais seul. Sur la table à côté de moi brûlait une lampe, et auprès était un petit coffre d'ébène. J'entendis quelques phrases par-ci par-là. Il me raconta, ce me semble, qu'un cri effroyable avait troublé le silence de la nuit, que tous les domestiques s'étaient réunis, qu'on avait cherché dans la direction du son. Et enfin, sa voix basse devint distincte, à faire frémir quand il me parla d'une violation de sépulture, d'un corps défiguré, dépouillé de son linceul, mais respirant encore, palpitant encore vivant. Il regarda mes vêtements. Ils étaient grumeleux de boue et de sang. Sans dire un mot, il me prit doucement par la main. Elle portait des stigmates d'ongles humains. Il dirigea mon attention vers un objet placé contre le bureau. Bye.